Bonjour Monsieur Delval. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le fauteuil rouge de Frontières. Vous êtes géopolitologue et spécialiste de l'islamisme. C'est pour ça qu'on aime vous inviter chez Frontières parce qu'on est toujours à l'écoute de vos analyses percutantes et toujours très intéressantes. Alors avant de commencer l'entretien, je me permets de réaliser une petite promotion. Comme vous le savez, nous avons sorti notre magazine Trump, l'homme à abattre, consacré aux élections présidentielles américaines, puisque nos journalistes de chez Frontières sont directement allés sur place, donc vous pouvez le retrouver en kiosque. Il y a également en parallèle l'application avec des articles publiés quotidiennement. Et vous-même, Monsieur Delval, vous avez sorti il y a de cela un an un ouvrage Vers un choc global aux éditions de l'Artilleur. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement? Avec plaisir, oui. Alors je l'ai écrit avec l'ancien président de la Sorbonne, Jacques Sopelsa, qui est un des grands de la géopolitique en France. Malheureusement, on ne parle pas beaucoup de lui d'un point de vue médiatique, contrairement à, par exemple, des gens comme Pascal Boniface. Mais il était le maître de Pascal Boniface. Vous voyez, il a été le maître de ceux qui sont considérés comme des grands géopolitologues aujourd'hui. Mais il est probablement un des meilleurs avec Yves Lacoste. Il a eu l'unique chaire de géopolitique en Sorbonne. Et il m'a demandé un jour, il est venu me voir, il m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire un livre ensemble sur ce désordre mondial? Il voulait appeler ça le désordre mondial. Après, on a évolué sur la mondialisation dangereuse, tome 1. Et on a refait la suite, tome 2, qui est le choc global. Donc c'est le deuxième livre que je signe avec lui. Et on a abordé tous les sujets du monde actuel, pas trop Israël, Iran, parce que c'était juste avant. On l'avait abordé, mais pas dans la crise actuelle. Tous les autres sujets sont abordés. Taïwan, bien sûr, Ukraine. Nous avions, dans le premier tome, annoncé la guerre en Ukraine un an avant. Et bien sûr, dans le deuxième tome, un an après la guerre en Ukraine, nous faisions le point avec des pronostics qui sont en train de se confirmer. Et le choc global, parce qu'en fait, ce n'est pas une guerre mondiale, c'est quelque chose qui va vers une guerre mondiale, mais ce n'est pas encore une guerre mondiale, c'est des chocs qui sont de plus en plus interconnectés entre eux. Et du coup, ça devient presque un choc global, puisque, par exemple, la guerre en Ukraine a incité les Russes à armer beaucoup plus les Houthis, les Iraniens. Ce qui se passe en mer Rouge implique tout le monde, y compris les Chinois. Et donc, on voit bien qu'il y a une interconnexion. La mondialisation n'est pas uniquement heureuse, pour conclure, je ne vais pas trop parler du livre, ce n'est pas le but de l'entretien, mais la mondialisation, c'est aussi la mondialisation des problèmes. C'est aussi la mondialisation des guerres qui ne sont plus isolées les unes des autres. Donc, il y a une interconnexion des théâtres de guerre. Et malheureusement, il y a aussi beaucoup de conflits qu'on aborde dans ce livre dont on ne parle jamais dans les médias. Par exemple, le génocide au Congo. 11 millions de morts depuis 20 ans. Le fait que l'Afrique paye le tribut le plus lourd au djihadisme, on n'en parle jamais. Ce n'est pas pour faire le pro-africain de service, tiers-mondiste, empathique. Ce n'est pas ça. C'est une réalité. Un mort en Ukraine ou un mort à Gaza valent 1000 fois plus que 100 morts au Congo, en Éthiopie, en Érythrée, au Burkina Faso, au Mali, où les djihadistes, au moment où je parle, sont en train de reprendre, je ne dirais pas le dessus, mais font des assauts extrêmement meurtriers avec des militaires maliens qui se battent courageusement, sans la France, parce que la France ne les a pas vraiment aidés. Elle a aidé les rebelles à un moment de l'Azawad, du Nord, ça c'est pas connu non plus. Voilà, donc tous ces termes sont abordés dans une logique réaliste, et c'est pour ça que le livre est dédié à notre maître commun sur 3 générations, le général Pierre-Marie Gallois, inventeur de l'un des concepteurs avec 2 autres généraux de la fameuse force de frappe française nucléaire, avec la dissuasion dite du faible au fort. Nous dédions le livre au général Gallois, c'est dans la préface, parce que ça a été notre maître et notre inspirateur dans cette géopolitique réaliste. Alors justement, la plupart des thématiques que vous avez abordées dans cet ouvrage le seront également au cours de cet entretien. Alors vous connaissez la tradition de l'émission, on commence toujours avec une citation. Cette fois-ci, elle provient de Nicolas Machiavel. Je cite, « On fait la guerre quand on veut, on la termine quand on peut ». Qu'est-ce que ça vous évoque, cette citation de Machiavel? C'est tellement juste. Beaucoup de gens ont voulu cette guerre en Ukraine, mais voyant que leurs objectifs trop optimistes ne sont pas atteignables, ils aimeraient la terminer, mais c'est difficile. Et à un moment, on est prisonnier de son propre discours. On le voit aussi avec l'Iran. L'Iran n'a aucun intérêt à ce qu'Israël détruise ses 2 proxys les plus nuisibles, parce qu'ils sont proches de la population israélienne, c'est-à-dire le Hezbollah et le Hamas.
mais en même temps, l'Iran a une raison d'être qui est justement la lutte contre le Satan américain et le Satan israélien. Parfois, vous ne pouvez même pas contrôler votre propre action, car vous êtes obligé de tomber dans certains pièges. Et il y a le phénomène de l'engrenage qu'a très bien développé M. Guénaud, et Lelouch aussi. Vous savez, dans des articles, notamment l'article Souche, qui a été repris par beaucoup d'autres, de Henri Guénaud, sur Nous allons vers la guerre comme des somnambules. On commence une guerre en général sans trop croire que ça va en être une, mais on fait tout pour qu'elle se produise, et ensuite, eh bien, ça dérape. L'expression vulgaire dit ça part en cacahuète, mais ce que m'a appris l'histoire à la fois du renseignement et l'histoire de la géopolitique, c'est que très souvent, un proxy, une opération de covert action, une opération de déstabilisation, souvent échappe à ses créateurs, que ce soit les services de renseignement, que ce soit directement l'armée, que ce soit des partis politiques, des États qui essaient de faire des coups assez tordus. Très souvent, on ne maîtrise plus une opération, même quand elle a l'air parfaitement ficelée. Et pour les guerres, c'est multiplié par 1000, ce constat. Donc effectivement, pour sortir d'une guerre, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, pour conclure à votre question, eh bien, je pense qu'on a une montée aux enchères des deux côtés qui est quand même extrêmement inquiétante. Il y a une urgence de paix, mais le problème, c'est que des deux côtés, les enchères ont été montées, les provocations ont été montées, et aussi, comme dans la rue, c'est très primaire, les pachiches. L'Occident, en ce moment, en gros, sous pression de Zelensky, qui s'est très bien culpabilisé et traité de munichois tout le monde, aujourd'hui, si vous avez peur du fait que les Russes ont révisé récemment leur doctrine d'emploi du nucléaire, ben vous êtes traité de pétochard, je vois les articles, de pétochard, de munichois, de celui qui en fait veut faire gagner les Russes. Et donc on est dans le pachiche, t'es pachiche. Et si on a peur du fait que les Russes emploient le nucléaire, donc on va céder, ce qui n'est pas faux en plus, c'est pas faux. Mais le problème, quand on est dans le t'es pachiche, toi Poutine, c'est que du bluff, ton matériel nucléaire, nous disent les Ukrainiens, si ça se trouve, il ne marche pas. Ça m'étonnerait quand même que sur 5 à 7 000, il n'y en ait pas au moins 2 ou 3 000 des ogives nucléaires qui puissent fonctionner. C'est un jeu extrêmement dangereux. C'est pour ça que je suis très très inquiet aujourd'hui. Il y a une montée aux enchères qui est accélérée par le fait que chaque acteur mise sur le fait que l'autre n'osera pas faire ce qu'il dit. C'est quand même une erreur très connue dans la rue, dans les rapports de force des gens qui connaissent ce qui se passe dans la rue. Si vous dites à quelqu'un qu'il n'est pas chiche, il y a un proverbe sicilien qui dit quand vous humiliez quelqu'un et que vous le mettez dans des retranchements, vous pouvez le rendre plus audacieux que ce qu'il voulait être lui-même. Et ça, c'est ce qu'on ne maîtrise pas dans la psychologie des préparations des guerres et du fait que ça s'envenime. En somme, ce que vous signifiez, c'est que l'essence de la décision, elle échappe souvent au décideur lui-même, dans le cadre, par exemple, d'un conflit. Pour revenir à la citation de Machiavel, alors vous le savez, Monsieur Delval, aujourd'hui, le monde est en proie au chaos, avec des conflits aussi bien en Ukraine, au Proche et au Moyen-Orient, en mer de Chine. Nous allons commencer l'entretien avec ce qui se passe actuellement en Israël, à Gaza, au Liban. Vous le savez, il y a de cela un an, le 7 octobre, Israël a subi la pire attaque sur son territoire. En quoi les événements du 7 octobre ont profondément changé Israël et aussi le reste du monde? Alors, ce qui a changé, c'est que Israël était dans une situation extrêmement problématique avec 7 fronts. On dit souvent 5, mais en fait, Israël potentiellement est en face de 7 fronts. Le côté positif, c'est que l'ennemi de ces 7 fronts, qui sont en gros les pays sunnites arabes signataires des accords d'Abraham, eux sont plutôt secrètement, je ne dirais pas pro-Israël, mais ça les arrangerait qu'Israël détruise la tête du serpent. La tête du serpent, c'est l'Iran. C'est le chef des 7 fronts. Mais ces 7 fronts, c'est l'Iran, son allié la Syrie, c'est les deux acteurs étatiques, puis les acteurs non étatiques, les chiites zaïdites du groupe Houthi au Yémen, les milices irakiennes pro-chiites d'Irak. Tout le monde n'est pas pro-iranienne chez les chiites en Irak, donc les milices chiites irakiennes pro-iraniennes. On a bien sûr le front du Hamas et le front du Hezbollah. Et on arrive au 7e, qui est souvent ignoré, c'est le front intérieur en Israël avec des millions d'Arabes qui étaient relativement neutres, voire pro-israéliens, et beaucoup le sont encore. Mais on a de plus en plus, même si c'est une minorité, la montée d'Israéliens
arabes, donc des Arabes mais de citoyenneté israélienne, qui sont de plus en plus d'accord avec les Palestiniens de Cisjordanie. Donc c'est une sorte de double front intérieur. Les Arabes d'Israël, israéliens, mais arabes et de culture arabe et très solidaires quand même de leurs frères du monde arabe et de Palestine, mais aussi les Arabes de Cisjordanie qui, bien qu'étant contre le Hamas, on le sait, il y a des études d'opinion, sont de plus en plus favorables au Hamas. Donc le Hamas aurait en fait perdu Gaza militairement, mais peut-être qu'il va gagner un territoire beaucoup plus grand si un jour il y a des élections, puisque l'on sait aujourd'hui qu'en Cisjordanie, le Hamas risquerait de rafler la mise s'il y avait des élections. Et donc c'est là qu'on voit que la stratégie des djihadistes n'est pas toujours celle que l'on croit, elle est contre-intuitive, elle est asymétrique et elle échappe à la rationalité occidentale. Un djihadiste est capable d'accepter l'élimination de son propre territoire, d'être éradiqué d'un territoire donné, parce qu'il sait que le martyre qui va être ultra médiatisé, lié à la riposte que lui-même a cherché, il ne faut pas oublier que c'est quand même le Hamas qui a cherché une riposte israélienne en venant les égorger de manière bien plus violente que ce que voulait l'Iran. L'Iran ne voulait pas quelque chose qui dérape avec autant de viols et de massacres d'une barbarie. Vous savez, ce n'est pas pour vanter l'Iran et le Hezbollah, mais le Hezbollah et l'Iran, même s'ils ont créé l'histoire des attentats suicides, ça vient du schisme au départ, ils n'ont pas cette tradition de Daesh ou du Hamas à découper en morceaux des jeunes filles après les avoir violées à 15 personnes. Ce n'est pas la tradition chiite classique. Je ne dis pas que c'est des anges. Ils ont inventé la théorie de l'attentat suicide qui a été repris ensuite par le Hamas et ensuite par Al-Qaïda. Tout ça, c'était entre les années 80, 82, 87. Mais ce n'est pas leur tradition. Donc le Hamas est allé extrêmement loin. Ça a donné à l'Iran un prétexte pour détruire le Hamas. Et l'Israël a eu un prétexte pour détruire le Hamas. Et il essaie de faire la même chose, même si ce n'est pas de la même manière, avec beaucoup moins de morts. Enfin, le but est d'essayer de faire un peu moins de carnage de population, avec des attaques beaucoup plus ciblées. Donc les deux ennemis les plus proches de ces 7 fronts sont en train d'être éliminés ou amoindris considérablement par Israël, mais il reste 5 fronts potentiels, dont 3 extrêmement dangereux, qui ont déjà prouvé qu'ils étaient capables d'atteindre Israël. La Syrie n'a pas osé bouger. La Cisjordanie, les Arabes israéliens de l'intérieur, il y a eu des attentats sporadiques, mais il n'y a pas de phénomène de bombardement, pour des raisons de matériel aussi. Par contre, et la Syrie a un tabou qu'elle ne veut pas lever, qui est celui de ne pas agresser directement Israël, même si elle est dans le front de la résistance pro-iranienne. Par contre, les Houthis ont déjà attaqué les intérêts israéliens ou essayé d'attaquer Israël. Les milices irakiennes ont essayé d'attaquer beaucoup les Américains et des Israéliens au Moyen-Orient. Et l'Iran a déjà par 2 fois, même si c'est très calculé, ce n'est pas des centaines de milliers de drones et de missiles qu'ils ont envoyés. C'est la dernière fois, il y a quelques jours, 200. Alors on dit c'est sans comme non, quand on dit c'est sans commune mesure, c'est quelque chose qu'il faut punir parce que c'était capable de détruire des villes entières israéliennes. Je pense que c'était quand même calibré. Parce que si Israël si l'Iran avait comme but la dernière fois, quand il y a eu ces 200 projectiles lancés sur Israël, si vraiment l'Iran voulait détruire des villes israéliennes et faire des milliers de morts, eh bien, il suffisait, c'est la doctrine du général gallois pour le nucléaire, mais c'est valable aussi pour le conventionnel, quand vous avez des boucliers antimissiles en face, il faut saturer l'autre. Si vous envoyez beaucoup de projectiles, il y a toujours un pourcentage qui passe, et on sait que le dôme de fer, le David Shield et les patriotes américains, donc tous les boucliers israéliens et occidentaux qui aident le territoire israélien à empêcher des projectiles de passer, on sait qu'il y a entre 1 et 3% qui passent à travers un système de protection qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun système qui met un écran, comme dans les films de science-fiction, total. Il y a toujours quelque chose qui passe. Si l'Iran avait voulu vraiment détruire des villes israéliennes, il aurait envoyé 100 000 projectiles. Et là, 1%, même si c'est que 1%, certains disent 3%, même 1% de 100 000 drones, missiles balistiques, ça fait des dégâts énormes. Et donc, même si ce n'est pas si énorme que ça, le fait que certains missiles balistiques étaient chargés d'1 tonne d'explosifs est quelque chose que Israël ne peut pas laisser passer. Et donc Israël va frapper l'Iran, probablement dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Il y a 2 options. Soit elle frappe de manière relativement calibrée, méchante, sur les objectifs économiques par exemple, mais relativement calibrée,
pour ensuite susciter une réaction iranienne qui sera un peu plus forte que la précédente, mais qui ne peut pas être globale, parce que sinon, l'Iran est détruit. Donc l'Iran va être obligé de répondre un peu plus fort, mais pas non plus de sorte à détruire des intérêts israéliens massifs, c'est-à-dire en espérant que les Israéliens seront obligés de se retenir. Mais les Israéliens, on est dans un jeu de poker menteur, hein. Les Israéliens espèrent que les Iraniens fassent une erreur de plus qui leur donnerait la légitimité pour frapper définitivement le programme nucléaire iranien, voire frapper le régime, tuer ses dirigeants. Et là, s'il y avait un prétexte énorme, si Israël était touché, des milliers de morts en Israël, ou des centaines de morts, ou des villes atteintes, là, il y aurait l'appui américain. Et c'est ça ce qui se joue en ce moment. Netanyahou essaye d'entraîner les Américains dans une guerre avec plutôt des opérations d'éliminage et de destruction en Iran. Soit il le fait ce coup-ci, mais est-ce que les 200 missiles sont assez pour avoir l'appui total américain dans une guerre directe contre l'Iran? Soit on le fait en deux coups, on attend la prochaine représaille iranienne qui sera un peu plus grosse et qui permettra d'avoir la légitimité. Et donc soit on le fait avant les élections de Trump et de Harris, soit on le fait après. Donc là, ce qui se joue en ce moment, c'est le kairos. Israël est prêt, il y a des modules prêts depuis des années, mais Israël attend le bon moment pour frapper la tête du serpent, donc le chef de file de l'axe de la résistance qui est l'Iran. Vous avez soulevé au début de votre réponse une donnée extrêmement importante, c'est le fait que Israël est un pays extrêmement divisé en son intérieur pour tout un tas de raisons différentes. Est-ce que vous pensez que Israël, au final, a besoin d'antagonisme pour exister en tant que nation? C'est-à-dire, est-ce que c'est un pays qui a besoin de la guerre pour s'unifier? Je ne pense pas. En ce moment, j'en parlais avec des experts qui connaissent très bien la zone. On a des dizaines de milliers d'Israéliens qui quittent Israël. On a des start-up israéliennes qui quittent Israël, qui s'installent et qui se prépositionnent maintenant, notamment aux États-Unis. C'est dramatique pour la société israélienne. Le vrai génie du Hamas, c'est d'accepter de disparaître ici pour gagner des esprits là, ce qu'on a dit tout à l'heure sur la Cisjordanie. Quand je dis le génie, ce n'est pas que j'admire, bien entendu, c'est froid, c'est la méthode de mon maître général gallois, ce n'est pas du tout, bien sûr, un manque d'empathie envers Israël. Et le génie du Hamas, c'est de provoquer une paralysie économique, de jouer sur le fait qu'ils aiment plus la vie que la mort, alors que nous, les islamistes, on préfère la mort à la vie. Le fait que l'infidèle préfère le plaisir, les avantages de chaque jour, le bien-être à la mort, eh bien, il y a pas mal d'Israéliens qui sont dans ce... Donc, ce n'est pas les ultra-orthodoxes, ce n'est pas les ultra-nationalistes, c'est l'Israélien qui aime bien faire la fête, qui est libéral, qui a une start-up, qui est très américanisé, celui-là qui est très occidental, qui est laïque, qui est contre les intégristes à l'extrême droite. L'Israélien libéral, lui, il n'a pas envie d'être égorgé dans une rave party. Il va aller en Californie faire sa rave party. Il ne va pas rester dans un pays qui sera en permanence en guerre. Donc Israël n'a pas besoin d'un état de guerre permanent pour être unifié, puisque cet état de guerre qui croît depuis le 7 octobre 2023, mais c'était déjà avant, est en train de faire fuir une partie de la jeunesse israélienne et de la richesse et de la créativité israélienne. C'est dramatique pour Israël. Ça me rappelle la guerre des 33 jours. J'étais observateur à la frontière libano-israélienne, à Methoula à l'époque. Pendant 33 jours, il y a eu des bombardements massifs du Hezbollah sur Israël, et j'étais avec une ONG et avec des journalistes pour observer le front. Et ce qui m'avait frappé, c'est que toute la partie économique, le poumon d'Israël, autour de Tibériade et surtout Haïfa, où il y a des universités, les clusters, les start-up, les industries, était vide. Le Hezbollah, par ses roquettes multiples, même si ce n'est pas toujours des missiles, souvent c'est des roquettes, hein, mais enfin une roquette Katyusha, ça fait quand même des dégâts, eh bien les gens ne vivaient plus dans les rues, dans les bistrots et dans les bureaux, ils étaient tous sur les abris. Sur les abris, c'est quand même pas des conditions fantastiques pour faire une start-up. Donc Israël était très ennuyé parce que si la guerre ne durait pas 33 jours, mais par exemple 3 ans, la paralysie économique et le coût de la guerre et le coût de la non-activité de toutes ces personnes qui ne peuvent pas aller au bureau, c'est gigantesque. On sait aujourd'hui que si il y avait un triple ou un quadruple ou même tous ces fronts, les 7 fronts, en même temps, Israël, probablement, serait menacé existentiellement. Aujourd'hui, Israël est menacé dans son existence si les 7 fronts, ou même 5 de ces 7 fronts, c'est-à-dire moins l'Iran et la Syrie, mais si les 5 fronts
les 5 offensives non étatiques des acteurs qu'on a désignés tout à l'heure, donc Cisjordanie, Arabes israéliens, Houthis, milices chiites irakiennes, Hamas et Hezbollah, si ces 5 ou 6 fronts non étatiques agressaient Israël en même temps, ce serait très très difficile pour Israël de tenir plus de 2 ou 3 mois. L'économie serait complètement ruinée et il y aurait des départs. Donc voilà ce qui se joue aujourd'hui. Israël, par contre, ce qui est vrai, Netanyahou, pour sa survie politique et électorale, pour ne pas aller en prison, mais aussi parce que c'est un vrai nationaliste qui a une vraie pensée, celle de Jabotinsky du Likoud, et qui a une réelle stratégie, c'est un ancien militaire, il connaît très bien le service action, lui, son frère et beaucoup. Il n'y avait pas que lui, Barak qui était à la gauche, lui aussi était même son supérieur dans les services action. Donc ce sont des gens qui sont souvent des types qui ont été sur le terrain. Donc ce n'est pas qu'un politicard qui veut échapper à la prison, il y a une réelle obsession chez lui, éliminer la tête du serpent qui anime tous ces fronts proches, surtout les 2 proxys les plus... enfin, un proxy et demi, parce que le Hamas n'est pas un vrai proxy iranien, on y reviendra si vous voulez, c'est plutôt le Hezbollah, et encore, comme je disais au début, on ne contrôle jamais un élément qu'on a mis en... c'est le golem. Et donc, admettons que ce soit des proxys, ceux-là sont très proches. Et donc, aujourd'hui, Netanyahou essaie de saisir une opportunité pour vraiment frapper la tête du serpent et essayer de faire en sorte que tout cet édifice s'écroule. Il a une opportunité historique et il a très peu de temps. Blinken a dit lui-même il y a quelques jours, le chef de la diplomatie américaine, que l'Iran était à 2 ou 3 semaines d'avoir la capacité de doter des vecteurs d'ogives nucléaires. Donc le programme nucléaire iranien, on sait qu'il est pratiquement achevé, mais ils avaient un problème encore pour le concevoir sur des vecteurs et dans des ogives. Apparemment, l'Iran serait prêt. Alors c'est peut-être du bullshit de Blinken qui permettra de trouver une porte de sortie si les démocrates sont obligés de suivre les Israéliens dans une guerre avec l'Iran. C'est peut-être une façon de préparer le terrain en disant, voyez, on était contre le fait qu'ils attaquent l'Iran, mais si on est à 2 semaines de la bombe nucléaire, peut-être que là, on sera obligé d'aider nos amis israéliens. C'est peut-être du mensonge. Mais apparemment, d'autres sources qui ne sont pas du tout celles des Américains confirment que les Iraniens sont plus qu'au seuil, pays du seuil, ils ont l'arme nucléaire, mais il leur manque quelques semaines ou quelques mois ou maximum 1 an pour avoir la capacité dissuasive de dire que de manière certaine, parce qu'une dissuasion doit être certaine, je peux frapper le territoire israélien avec des ogives nucléaires. Alors comme il y a un bouclier, certes, et que ça vient de loin, on peut l'intercepter. Plus ça vient de loin, plus on a le temps d'interception. Et c'est vrai qu'il ne faut pas 3 ogives, il en faudrait beaucoup pour essayer d'être... Pour que la dissuasion soit certaine, il faut avoir suffisamment de vecteurs pour que, même en cas de bouclier de tous les alliés des Israéliens dans la région, on soit sûr, enfin, ça soit assez probable que l'un passe les antimissiles, les systèmes de protection et d'interception. Donc tout ça, c'est complètement aléatoire. On ne sait pas exactement où on en est, mais il est très probable donc, que l'Amérique aide Israël à se débarrasser du programme nucléaire iranien ou à le retarder. Mais il faut que les conditions soient réunies, et c'est ce qui se joue en ce moment. C'est pour ça que c'est une période, j'allais dire, c'est horrible à dire, et très intéressante, enfin, horriblement inquiétante. Mais c'est une période de suspense extraordinaire parce que chaque acteur observe ce que fait l'autre, chaque acteur sait qu'il peut tomber, vous savez, comme dans les échecs, dans le zugzwang, c'est-à-dire cette partie qui est un piège, mais vous êtes obligé de tomber dedans consciemment. Vous savez que c'est un piège, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est ce qu'essaie de faire Israël en éliminant des gens sur le territoire comme Haniyeh ou des chefs en Syrie ou en Iran. C'est une humiliation terrible pour l'Iran qui oblige l'Iran à frapper Israël. Or, l'Iran n'a aucun intérêt à avoir une guerre avec Israël et ses alliés avant d'être sûr d'avoir les vecteurs qui emmènent des missiles chargés d'ogives nucléaires. Donc vous voyez, c'est très très intéressant et on n'a pas encore tous les éléments, on le saura assez bientôt. Mais pensez-vous qu'une paix est possible dans cette région du monde ou que cela relève d'une forme de chimère? On sait qu'à la fin des années 90, début 2000, il y a eu des initiatives, les accords d'Oslo, de Camp David. Croyez-vous en la possibilité d'une paix un jour? Non, je ne pense pas à la possibilité d'une paix. Il suffit de voir la France, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, tous les pays qui ont accueilli des communautés musulmanes aujourd'hui en Europe, leurs dirigeants sont obligés d'infléchir leur position pro-israélienne
Un peu comme Macron qui ne va pas à la manifestation contre l'antisémitisme, Macron qui dit que finalement il ne faut plus livrer d'armes à Israël qui ne respecte pas le cessez-le-feu, alors qu'Israël n'a pas attaqué le Liban. C'est le Hezbollah qui a entraîné le Liban, malheureusement dans des représailles horribles pour les Libanais, je reconnais. Mais ce n'est pas uniquement un acteur qui a agressé pour se faire plaisir. Un matin, il s'est réveillé, il a agressé l'autre. On a aussi des organisations comme le Hamas et le Hezbollah. Et je ne dis même pas ça pour les critiquer. Hein, c'est un fait qui, existentiellement, ont besoin qu'il y ait un ennemi israélien. Donc vous me posez la question sur Israël. On pourrait dire aussi que, certes, certains Israéliens, ceux qui veulent le grand Israël, certains ultrasionistes, on en parle souvent, beaucoup d'eux, etc., ceux qui veulent continuer les colonies, effectivement, ceux-là n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait un État palestinien. Et parfois, ils ont joué avec le feu. C'est le cas de Netanyahou lui-même, mais aussi même du Mossad dans les années, et du Shin Bet dans les années 86-87, quand est apparu le Hamas, pour nos auditeurs, qui a été créé par Cheikh Yassine, un frère musulman sunnite, donc, dans les années 86-87, surtout la première intifada. Le Hamas apparaît, et au début, comme l'ennemi à l'époque terroriste, c'était plutôt l'OLP, le Fatah, Yasser Arafat, les Israéliens, c'est faux quand on dit qu'ils ont créé le Hamas, mais ils l'ont laissé faire, ça c'est vrai. Après, ils l'ont combattu. À partir de 1994, les services secrets israéliens internes et externes ont compris qu'il ne fallait pas trop jouer avec le feu, mais plus tard, dans une logique un peu complexe et cynique et très dangereuse, un certain Netanyahou, à plusieurs reprises où il était au pouvoir, a compté sur le fait que cet ennemi horrible pour le peuple israélien, cet ennemi qu'il fallait même presque laisser grossir, eh bien, puisse être une sorte de preuve qu'il ne faudra jamais laisser les Palestiniens avoir un État. Donc je suis d'accord avec vous, il y a la notion d'ennemi utile, mais ce n'est pas uniquement Israël qui a besoin d'ennemis, c'est certaines fractions en Israël ont pu parfois jouer avec le feu, même si ce n'est pas tous et ce n'est pas toujours. Mais de l'autre côté, c'est vrai aussi, le Hamas, l'Iran et le front de la résistance des 7 acteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure, les Houthis, ils ne sont rien sans la lutte contre Israël. Les Houthis, comment ils peuvent justifier l'emprise d'une milice chiite sur un pays majoritairement sunnite, si ce n'est au nom du panarabisme et de la haine et de la lutte contre le sionisme. Le Hezbollah, comment peut-il dominer un pays qui est multiculturel, qui a aussi des chrétiens, des druzes et des sunnites, et plein de gens qui n'aiment pas le Hezbollah? Comment il oblige les Libanais à supporter le Hezbollah? Par la peur, certes, mais aussi par l'idée que nous sommes là pour défendre les fermes de Shebaa et l'occupation du Liban par Israël. Et quand Israël libère le Liban en 2000, le Hezbollah est très ennuyé parce qu'il n'a plus aucune raison d'être. Il est venu en 1982 parce qu'il fallait lutter contre l'invasion sioniste. Et c'est pour ça que le Hezbollah dit non, c'est pas vrai, ils ne s'en sont pas retirés du Liban Sud, il y a toujours les fermes de Shebaa, quelques mètres carrés, en fait revendiquées par la Syrie. L'Israël n'occupe plus le Liban Sud. Mais le Hezbollah ne peut pas faire autrement que de dire qu'il y a toujours une occupation israélienne, même si c'est quelques mètres carrés, parce que s'il n'y a pas d'occupation et d'agression israélienne, eh bien les Libanais vont dire au Hezbollah, rentrez en Iran. Ce sont des Iraniens. Ils ont tous été formés en Iran. Ça, ce sont des Libanais. Moussaoui, le premier leader, et Nasrallah, c'était des Libanais, mais ils ont été formés en Irak par des Irakiens et des Iraniens, puis à Qom. Comme Nasrallah, il était formé dans les deux camps, et Qom, c'était la ville religieuse iranienne. Donc ce sont quand même, c'est un proxy plus qu'un proxy de l'Iran. Le Hezbollah est presque une façon pour l'Iran de coloniser le Proche-Orient, et la cause israélienne ennemie, et la solidarité envers les Palestiniens, les musulmans persécutés, et El-Quds, la religieuse, hein, la ville religieuse, la sacrée, en arabe ça voudrait dire Quddus, c'est sacré, béni sera, qui en fait, pour nos auditeurs, El-Quds, comme El-Aqsa, ça symbolise les lieux de Jérusalem. Hein. Les musulmans islamistes, et même tout court, utilisent rarement le mot Jérusalem, qui est un mot chrétien et juif surtout, et biblique. Ils utilisent El-Quds, El-Aqsa, donc la mosquée lointaine, ou El-Quds, la sacrée. Et donc tout cela est en fait de l'instrumentalisation pour justifier l'impérialisme iranien dans la région. Et donc oui, des deux côtés, on peut dire qu'il y en a il y a un acteur, quelques acteurs en Israël et quelques acteurs du côté libanais et palestinien qui ont besoin de l'autre. Ils l'inventeraient même presque pour exister. Sans Israël qui les agresse, le Hamas, les Houthis,
le Hezbollah et la présence iranienne au Proche-Orient n'a plus aucune raison d'être. Et vice-versa, certains qui ne veulent absolument pas d'État palestinien et le pourrir et le rendre impossible, ils ont intérêt à continuer la colonisation, que les Israéliens appellent plutôt les implantations, et ils ont intérêt à ce que du côté palestinien n'émergent pas des gens raisonnables, à qui on pourrait confier les clés d'un État, mais des gens déraisonnables qui prouvent qu'il ne faut pas donner d'État palestinien. Là, j'essaie d'être assez objectif, de ne pas avoir l'air de ne pas être dans l'émotion et dans le jugement. Ça va décevoir tout le monde, parce que quand on est objectif sur la situation israélo-palestinienne, on déçoit et les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Mais là, on fait de la géopolitique, vous me posez des questions géopolitiques. Après, mon sentiment, mon empathie personnelle, c'est autre chose. Vous avez parlé du Liban dans votre réponse. Quel est l'avenir du Liban dans l'échiquier géopolitique au Proche-Orient? Parce que donc, Nasrallah a été éliminé par une frappe israélienne, mais on a l'impression que le Hezbollah ou même le Hamas, c'est une sorte d'hydre, on coupe une tête, il y en a 3 qui apparaissent derrière. Donc, qu'est-ce qui va se passer au Liban dans les prochaines semaines et les mois à venir? Alors, ce qui permet de comprendre le futur, c'est souvent le passé. Et aussi la démographie. Dans mon livre, Le choc global, nous avons un autre maître que nous citons, un maître aussi de Jacques Sopelsa, c'est Gaston Boutoul, le créateur de la fameuse discipline qu'on appelle la polémologie, l'étude des guerres. Et Gaston Boutoul disait une formule que je répète très, très souvent dans mes livres et mes conférences, « Préparez Vénus, viendra Mars ». Vénus au sens de femme, au sens procréation, même si ce n'est pas l'étymologie exacte. Donc préparer Vénus, pour Gaston Boutoul, c'est quand on permet la démographie, le natalisme, quand on a beaucoup d'enfants, et viendra Mars, c'est-à-dire la guerre. Et je pense que malheureusement, ce que disait Boutoul, il parlait de force explosive de la jeunesse et de la démographie. Il analysait les phénomènes migratoires et les phénomènes migratoires couplés à une explosion démographique. Il disait que c'était des forces explosives de l'histoire qui étaient parmi les plus importants facteurs de guerre. Mais au-delà de la guerre, le Liban, depuis un siècle, a beaucoup changé. Il a été créé, on appelle ça le Grand Liban, à l'époque de la Première Guerre mondiale, juste après. Avant la Constitution de 1943, le Liban, je dirais, du protectorat français, a été créé un peu plus large qu'il devait l'être. Les projets d'anciens idéologues libanais, comme le grand-père de M. Eddé, c'était un espèce de Liban, comme le Mont Liban historique, réservé aux chrétiens, à quelques druzes, essentiellement. Donc les druso-chrétiens, c'était, vous savez, Fakheldin, tous les princes libanais du Mont Liban qui ont fait l'histoire pendant le Liban qui n'était pas encore souverain. Et donc ce Liban historique qui n'avait jamais été souverain mais qui avait une sorte d'identité de montagne, la montagne libanaise avec les chrétiens et les druzes, il aurait pu être légèrement plus petit, c'était ce qu'on appelait le Mutasarrifiyeh. Et ce Mutasarrifiyeh, ce Liban assez cohérent, des minorités persécutées par le sunnisme sous l'Empire ottoman, elles avaient une cohérence historique et religieuse, même si après ils se sont entretués. Les Druzes, vous savez, ont fait des massacres de chrétiens, mais ça, bon, c'est l'histoire. Mais il y avait une cohérence d'un Liban des minorités. Et un Liban que Béchir Gemayel aurait voulu la terre qui abrite tous les chrétiens du Proche et du Moyen-Orient. Mais l'erreur des Français, c'est que comme à l'époque les chrétiens étaient supposés majoritaires, et que le patriarcat maronite avait beaucoup de biens partout, y compris dans des zones non chrétiennes, eh bien, le patriarcat de l'époque, Hoyek, a plaidé auprès des Français du protectorat, je sais que c'est un peu technique, mais pour que le Liban inclue des régions qui sont de cœur plutôt syriennes, des régions sunnites, mais surtout des régions chiites, qui n'ont pas cette libanité vrillée au cœur, parce qu'ils se sentent musulmans, chiites, avant de se sentir libanais. La conscience libanaise, ce n'est pas un État avant 1923 ou 26, c'est une partie de la Grande Syrie, si on veut. C'est pour ça que les Syriens la revendiquent. Il n'y a que les Druzes et les chrétiens des montagnes qui avaient cette libanité en eux. Et éventuellement quelques chiites lorsqu'ils ne sont pas récupérés par l'Iran et pas trop religieux. Mais c'est annexe. Et les sunnites, pas du tout. Donc on a fait un pays artificiel et aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, suivant où on se place, les chiites ont une démographie explosive. On retourne à l'explication démographique. Les chrétiens, non seulement font beaucoup moins d'enfants, pratiquement comme en France, mais ils émigrent massivement partout où ils peuvent émigrer.
depuis des années. Alors certes, beaucoup restent libanais, ils continuent à voter, ils viennent en vacances, mais c'est quand même pas pareil que d'y vivre. Les sunnites ont un peu augmenté leur démographie, mais ils sont de classe plus élevée que les chiites. Vous savez, c'est les plus pauvres, c'est le paradoxe, c'est ceux qui ont le moins d'argent qui font des enfants. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc quand on nous dit on ne fait pas d'enfants parce qu'on n'a pas d'argent, ce n'est pas la vraie raison. Quand on ne fait pas d'enfants, c'est parce qu'on est habitué à un bien-être individualiste. Et les chrétiens n'y échappent pas. Dans tous les pays du monde, les chrétiens font moins d'enfants que les musulmans. C'est comme ça. Même en Albanie, chrétiens font moins d'enfants. En Macédoine, Serbie, etc. Donc l'avenir s'expliquera par la démographie. Le Liban, tant qu'il y aura l'Iran, tant que le régime des mollahs ne sera pas détruit, et il risque de ne pas l'être si les Iraniens ont déjà suffisamment un programme nucléaire avancé et si les Israéliens ne parviennent pas à démolir ce programme. Si le régime survit, le Liban restera un protectorat du Hezbollah et le Hezbollah voudra un jour ou l'autre demander à ce que ça se traduise politiquement avec plus de députés, plus de postes ministériels. Vous savez qu'aujourd'hui, la constitution libanaise donne la présidence aux maronites, le président de la République, même s'il n'y a pas de président en ce moment, le Premier ministre aux sunnites, la présidence du Parlement aux chiites, avec le fameux Nabih Berri, qui est en fait le faire-valoir respectable du Hezbollah, même s'il est d'un autre groupe, et la vice-présidence du Parlement aux Druzes. C'est une répartition communautaire, mais qui était faite par rapport à une démographie de 1920 et 20 et quelques. Le recensement, je crois, de 1921 ou 22, un expert me corrigera, mais à quelques années près. Et donc aujourd'hui, la situation a complètement changé. C'est comme l'ONU qui ne représente plus le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Inde, le Brésil devraient être dans l'ONU. Il n'y a pas que les 5 historiques qui représentent les grandes puissances, hein, mais les autres blocs. Donc c'est ça le problème du Liban. À un moment, ça va voler en éclats, cette constitution de 1943 qui répartit les postes suivant la démographie. Et comme on ne veut pas changer tout ça, le Hezbollah se dit c'est pas grave. Nous, on va régner sans avoir le poste de président et de Premier ministre. On va régner par la terreur. Et c'est pour ça que des présidents de la République ont été assassinés par le Hezbollah ou la Syrie. Beaucoup de députés ont été... À un moment, on disait le Hezbollah vote par l'assassinat. Il y avait un député chrétien qui dérangeait, un peu trop nationaliste et anti-Iran. Il était éliminé. On a également éliminé le Premier ministre sunnite Rafik Hariri en 2005. Si vous voulez, les gens ont compris la leçon. Ils n'ont peut-être pas le pouvoir constitutionnel, les chiites, mais ils peuvent buter qui ils veulent. Et donc ça ne va pas changer tant qu'il y aura l'Iran derrière et tant que les chiites libanais seront plus ou moins solidaires ou terrorisés ou partisans, parce que certains, ça gêne mes amis chrétiens de le reconnaître, mais il y a aussi des chiites qui sont vraiment pour le Hezbollah. Mais ce qui est vrai aussi, là où mes amis chrétiens des forces libanaises et des Kataeb, parce que il y a plusieurs mouvances au Liban, il y a les pro-syriens du Nord, Zrarta, etc. Et il y a bien sûr le courant patriotique de Michel Aoun, le courant du patriotique libre, du Liban libre, qui eux sont plutôt alliés au Hezbollah, et les 5 députés qui ont été virés, dont le fils Aoun, qui eux sont également plutôt pro-Hezbollah. Donc les chrétiens eux-mêmes sont divisés, mais les chrétiens anti-Iran disent qu'il y a de plus en plus, même de chiites, qui sont contre le Hezbollah. J'espère que c'est vrai et que la plupart des Libanais pensent que le Hezbollah est autant le problème que Israël. Voire, pour certains chrétiens, le premier problème avant Israël, ce serait le Hezbollah. Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme ça au Liban et il y a encore des gens qui soutiennent le Hezbollah. Et le piège qu'a voulu tendre le Hezbollah, c'est que le Hezbollah, s'il n'y a pas d'agression israélienne, il est à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth, il y a beaucoup de corruption, l'État libanais est failli, le Libanais en veut au Hezbollah. Mais si Israël attaque le Liban, dans plusieurs points du Liban, et pas uniquement des quartiers chiites, mais aussi des endroits druzes, sunnites ou chrétiens, où se cachent des gens du Hezbollah, ça veut dire qu'il y a même des régions non chiites qui sont bombardées par le Hezbollah. Et un Libanais patriote ne peut pas être heureux qu'un pays bombarde son territoire. Donc le but du Hezbollah, c'est de recréer une nouvelle légitimité pro-Hezbollah en poussant l'ennemi israélien à attaquer. C'est toujours la même stratégie, les djihadistes, que ce soit Daesh en Irak, que ce soit, même si c'est des différents hein, djihadistes, que ce soit le Hamas par rapport à Israël, et même si ce n'est pas des vrais djihadistes, les islamistes chiites, ils ont quand même un point commun, tous ces 3 mouvances, même si elles se combattent entre elles, parce que le Hezbollah était contre Daesh, bien sûr, en Syrie, ils ont un point commun, ils sont capables de sacrifier leur vie et leur territoire pour que la médiatisation de leurs martyrs suscite de nouvelles vocations. Et ça
c'est une stratégie asymétrique à laquelle on n'a jamais su répondre efficacement en Occident et on tombe toujours dans le piège. Et les Américains sont tombés dans le piège aussi avec l'Irak, d'où la fameuse formule du général Petraeus, David Petraeus, ça veut dire, en Afghanistan et en Irak, il a créé des techniques de contre-insurrection sur le modèle d'un grand général français, un grand stratège français, et il dit quand on tue un djihadiste, c'est pas un de moins, c'est 4 de plus. Parce qu'on a tué sa sœur, sa cousine, l'imam du coin, on a démoli un hôpital, une école où se cachaient des missiles, etc. Peu importe, il y a quand même entre guillemets, des innocents qui étaient par là, pris en otage ou volontaires. Et donc, c'est la semence, ce sont des martyrs, semences de la terre. Et ça, c'est compliqué à gérer. Israël, l'Occident, et même tous ceux qui luttent contre l'islamisme ou qui ont maille à partir avec l'islamisme qui n'a pas peur de la mort, sont totalement désarmés face à des gens qui misent sur le suicide collectif ou individuel. Pour nos auditeurs, il s'agit de David Galula, qui Absolument. avait rédigé David La Galula. contre-insurrection, qui est un ouvrage Oui. excellent qu'on vous conseille. Absolument. Et qui a beaucoup influencé la pensée stratégique d'un Exactement. général américain. Donc les Français, parfois, sont à l'origine. Il est beaucoup étudié à West Point, notamment. Oui. Ça, Oui. ça fait partie vraiment de Oui. leur doctrine. Je voulais vous faire réagir à des propos qui ont été tenus par le directeur du MI5, donc les Oui. services de renseignement britanniques, services de renseignement intérieur, Oui. qui prédit un chaos en Europe dans les années à venir à cause de la subversion idéologique que va mener l'Iran, qui va essayer de faire venir sur le sol européen ce conflit, qui est déjà présent, on le voit dans Oui. l'opinion. Vous qui avez beaucoup travaillé sur la problématique des frères musulmans et de leur emprise sur l'Europe et particulièrement la France, est-ce que les frères musulmans vont utiliser ce conflit pour mener de la subversion en France? Alors vous parlez de quelqu'un du MI6, pardon, du MI5, service renseignement anglais intérieur. Moi, je me rappelle d'une réunion de fonctionnaires européens où on avait rencontré un vieux de la vieille du MI5 qui se vantait, et je me rappellerai toute ma vie, je le dis souvent dans les interviews, il s'est vanté pendant 1 heure en nous donnant les détails, enfin pas les détails secrets, mais les noms de plein d'organisations islamistes sunnites que l'Angleterre se félicitait d'avoir accueillis sur son sol. Et il nous expliquait, mais nous, on les connaît, comme ça on les tient, on les connaît, on peut avoir des renseignements sur eux, c'est super. Et nous, on n'aura pas d'attentat islamiste parce qu'on est empathique, on accepte que des flics soient voilés, même des flics peuvent être voilés dans les services anglais, etc. Et même pas uniquement que dans le privé, mais même des fonctionnaires régaliens. Ah, il était très très fier de lui, c'était en 1998, et qu'est-ce qui s'est passé 7 ans plus tard, 2005, des attentats, 53 morts à Londres, et ils ont eu, comme tout le monde, leur série d'attentats. Et depuis, il y a eu les attaques à l'acide des femmes non voilées à Londres, il y a eu le djihad au couteau, comme en Israël, il y a 10 ans, et sans parler d'autres attentats un peu plus massifs. Donc l'Angleterre n'a pas échappé à tout ça. Et il a un sacré culot, je m'excuse, ce monsieur du MI5, de dire que c'est l'Iran qui va exporter la subversion. Mais c'est logique qu'il dise ça. Il ne peut pas dire que ce sont les gens qu'il a fait venir lui-même. Parce que le MI5 a fait venir à Londres tous les mouvements islamistes, djihadistes et politiques, donc que ce soit des politiques
ou des terroristes. Je distingue les deux. Il existe aussi un islamisme non violent. Les frères musulmans sont souvent dans la non-violence, à part quelques théâtres d'opération. En Europe, en général, ils sont non violents, tandis que les djihadistes, par définition, sont violents. Le MI5 a accueilli à Londres, y compris des recruteurs djihadistes qu'elle a laissé faire pendant des années. Ils ont refusé d'extrader en France les auteurs des attentats des années 90, algériens, proches du GIA. C'est quand même, c'est lourd, c'est très lourd. L'Angleterre a une responsabilité majeure dans l'islamisation du continent européen. Ce que j'appelle l'islamisation, ce n'est pas démographique, c'est le fait d'avoir donné nos citoyens musulmans en pâture sur un plateau d'argent à des barbus enragés islamistes qui viennent importer chez nous des conflits extérieurs, que ce soit Salman Rushdie à l'époque, la fatwa, elle avait été relayée par les Pakistanais et par les frères musulmans. Toutes les histoires d'islamophobie, c'était les frères musulmans, c'était pas que l'Iran. Donc il a un culot incroyable. L'Iran, effectivement, fait de la propagande, mais surtout au sein de l'extrême droite et de l'extrême gauche. C'est pas connu. L'Iran a très très peu d'influence sur l'islam européen pour une raison très simple. L'islam européen est représenté par des frères musulmans, des Pakistanais fanatiquement anti-chiites, des frères musulmans pas du tout pro-chiites, même s'ils ont des relations. Les frères musulmans sont les seuls sunnites qui ont des bonnes relations avec l'Iran, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment le chiisme. Ils sont quand même, quand ils doivent se battre, ils se battent. En Syrie, les frères musulmans du Hamas étaient contre le régime de Bachar al-Assad et a refusé de le défendre et s'est mis du côté des rebelles sunnites. Donc les sunnites qu'on a en Europe, c'est des Turcs, Millî Görüş ou réseau consulaire turc, très sunnite orthodoxe, des salafistes saoudiens ou du Golfe ou koweïtiens ou qataris très sunnites orthodoxes, et on les a mentionnés, Jama Islami et autres groupes, Deoband, Barelvi, des groupes intégristes pakistanais ou indo-pakistanais, sans oublier les frères musulmans. Toutes ces mouvances que l'Angleterre a mis en place avant tout le monde, à égalité avec la Suisse qui avait accueilli le père de Tariq Ramadan, Saïd Ramadan, la matrice de l'islamisation radicale de l'Europe qui porte le conflit palestinien et qui veut faire croire aux musulmans d'Europe qu'ils sont l'équivalent des Palestiniens persécutés par les sionistes, et donc les gouvernements occidentaux seraient des sionistes qui génocideraient les musulmans. C'est extrêmement explosif. L'Angleterre est le premier responsable sur le continent européen, et en dehors du continent européen, c'est l'Amérique. Donc les Anglo-Américains ont aidé cette mouvance islamiste, djihadiste et politique, et donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas trop frapper sur les pays dans lesquels ils ont des bases militaires, les pays du Golfe, ou le Pakistan, qui est une création anglaise pour diviser les Indiens. Non, ils vont taper sur l'Iran. C'est un peu facile. C'est comme quand on nous dit depuis le 7 octobre, oui, le Hamas, c'est l'Iran. C'est pas que l'Iran. L'Iran n'avait aucun intérêt à ce que le Hamas fasse ce carnage, car ça a donné un prétexte à Israël pour justement frapper le Hamas. Mettez-vous à la place de l'Iran. Si vous attendez d'avoir le programme nucléaire et que vous savez qu'à un moment, l'Israël va essayer de frapper vos centrifugeuses, vous avez besoin de garder intacts vos bras. Quelqu'un qui a des gardes du corps, il a intérêt que ces gardes du corps restent armés et avec des bras qui fonctionnent. Il n'a pas intérêt à avoir des culs de jatte et des gens avec les bras coupés. Donc c'est mathématique la géopolitique. L'Iran ne peut pas avoir été à l'origine du 7 octobre, même s'il l'a permis en armant le Hamas. Ce n'était pas son désir de donner à Israël un prétexte pour attaquer ces deux proxys. Et donc, c'est pour cela que quand l'Angleterre désigne l'Iran comme seul acteur de la subversion islamiste qui importe le djihadisme, ce que j'appelle la légitimation du djihad par la cause palestinienne, parce que c'est vrai que la cause palestinienne, c'est la cause progressiste par excellence. Et depuis le 7 octobre, depuis que le djihadisme pose sa légitimité sur le fait que c'est au nom de la cause palestinienne, j'ai écrit des articles qui vont dans ce sens. Le 7 octobre a légitimé le djihadisme chez certaines populations pro-palestiniennes qui étaient pro-palestiniens mais qui n'étaient pas pro-djihadistes à l'époque. Mais comme c'est des Palestiniens qui pratiquent le djihadisme, pour eux, ça légitime le djihadisme. Donc c'est extrêmement explosif. Mais c'est pratiquement que des organisations sunnites, souvent liées au Qatar ou à la Turquie, qui sont à l'origine de cette fanatisation pro-palestinienne, anti-israélienne, et qui veulent importer le combat israélo-palestinien en Europe en faisant passer tous les juifs européens et occidentaux pour des complices de l'armée israélienne. Alors, on peut penser ce qu'on veut de cela. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Mais ce n'est pas l'Iran
qui est le seul importateur de ce conflit israélo-palestinien, il arme des Palestiniens, il arme le Hezbollah, mais les frères musulmans sont les créateurs du Hamas. Le Hamas ainsi que le djihad islamique, les deux mouvements djihadistes à Gaza, l'un politico-djihadiste, l'autre djihadiste pur, le djihad islamique, ces deux mouvements viennent des frères musulmans et ils collectent de l'argent en Europe. C'est en Europe que les associations des frères musulmans collectent plein de millions chaque année pour le donner au Hamas. Donc ce n'est pas que l'Iran. Et d'ailleurs, le Hamas bénéficie de l'argent du Qatar et du Koweït. On ne parle jamais de ce grand ami de l'Occident pour lequel on s'est battu contre l'Irak. Le Koweït est un grand financier du Hamas. Donc, si l'Angleterre était cohérente, elle balayerait devant sa porte, elle éliminerait, pas au sens physique, mais par des interdictions, et elle expulserait de son territoire tous les agitateurs fanatiques qui ont fait de Londres un coupe-gorge islamiste en dehors des quartiers chics. Vous avez des Londonistans où les femmes voilées, maintenant c'est une tradition, reçoivent de l'acide dans la figure si elles n'ont pas le voile. C'est les femmes qui veulent enlever le voile ou qui ne veulent pas le porter. Et c'est pour ça qu'il y a une surapparition du voile depuis 20 ans à Londres, parce qu'il y a eu la technique importée du Pakistan de l'acide dans la figure. C'est devenu ça, l'Angleterre. Il y a aussi les mariages et les divorces religieux illégaux parallèles au système légal de l'état civil, ça s'appelle les Islamic Courts. Elles ne sont pas de vrais tribunaux, mais elles sont acceptées comme tribunal parallèle consultatif par l'Angleterre. Donc l'Angleterre a tout donné aux islamistes sunnites, alors qu'elle n'accuse pas uniquement l'Iran, qu'elle accuse ses propres alliés, Pakistan. Vous savez que les Pakistanais sont très imbriqués avec l'économie anglaise, la politique anglaise, il y a même les mariages. C'est impressionnant. Aujourd'hui, on peut presque affirmer, avec aussi tous les maires d'origine pakistanaise et musulmane en Angleterre, qui sont souvent liés à des associations radicales, à part l'ancien maire de Londres, le maire de Londres qui, lui, est assez modéré d'un point de vue personnel, l'Angleterre n'est plus vraiment un pays libre. L'Angleterre est esclave de la politique islamique et proche-orientale que veut mener ses partenaires islamiques sunnites. Donc, elle ne frappe que sur l'Iran, parce que si elle disait que le mal importé en Europe vient de ses propres alliés, où elle a des bases militaires, où elle a toute une tradition, donc les pays du Golfe, plus le Pakistan, plus, et maintenant la Jordanie qui a fait élire au Parlement des frères musulmans, l'Angleterre serait un petit peu mal placée pour parler. Voilà pourquoi elle tape que sur l'Iran. Et je précise à mes auditeurs que je ne souhaite pas du tout la survie du régime iranien, que ce régime iranien a insulté et souillé et persécuté le peuple perse, qui est tout à fait un grand peuple, qui a une grande histoire. Donc je ne dis pas ça pour dédouaner l'Iran, parce que ce serait par refus des sunnites, pas du tout. J'essaie d'être objectif. L'Iran n'est pas le seul à activer cet antisémitisme d'origine palestinophile et antisioniste en Europe, de loin. Mais c'est vrai qu'il le fait. Par exemple, en Italie, il a séduit beaucoup de gens d'extrême droite. On a des vrais militants d'extrême droite en Italie, y compris chez Meloni, donc des anciens d'extrême droite devenus droite un peu conservatrice, qui sont des militants pro-iraniens. Et on a la même chose dans pas mal de mouvements de gauche et d'extrême gauche en Europe, des militants pro-iraniens. Et on a aussi autour de Soral des gens qui sont structurellement liés à des associations pro-iraniennes ou à l'ambassade d'Iran. Et on a même eu la nouvelle droite en Europe pendant pas mal de temps, la nouvelle droite qui a eu des affaires avec Gorgi de financement de la République islamique iranienne. Donc la République islamique iranienne passe plutôt par une propagande qui séduit des milieux politiquement incorrects politiques, tandis que les autres procèdent par les mosquées et l'endoctrinement par les prédicateurs. Très bien, alors je pense que l'on va clore Oui. la première partie de notre entretien donc, géopolitique. On va se rendre cette fois-ci en Ukraine. Alors l'Ukraine a été un petit peu mis de côté d'un point de vue médiatique, surtout depuis donc, le retour du conflit israélo-palestinien, même si en réalité il ne s'est jamais véritablement arrêté. Les combats font toujours rage en Ukraine. Quelle est actuellement la situation sur le théâtre ukrainien ? Alors, je ne suis pas spécialiste de la carte militaire. Il y a des blogueurs fameux bien meilleurs que moi sur le sujet. Mais ce que l'on peut dire de manière assez certaine, sans trop risquer d'erreur, c'est que l'opération de Koursk a réussi à moitié uniquement. Elle a réussi quand même un petit peu
dans le fait que la diversion et l'incursion ukrainienne extrêmement spectaculaire, audacieuse, courageuse, tout ce que vous voulez, vers Koursk et non pas à Koursk, a atteint un objectif médiatique qui consistait à prouver aux Américains que je peux attaquer le territoire d'un pays nucléaire sans que ça finisse avec un carnage nucléaire. La preuve, vous avez les pétoches, vous ne voulez pas donner votre accord pour frapper le territoire russe au-delà de certaines cibles frontalières et très précises. Moi, je vous prouve qu'on peut carrément occuper des villes, donc pas uniquement des lieux où il y a du pétrole ou des dépôts d'armes, mais des villages de civils. Carrément, je peux occuper du territoire russe. Et l'inviolabilité du territoire russe, c'est bullshit total. Ça prouve qu'il ne faut pas avoir peur d'aller encore plus loin pour attaquer, y compris Moscou, dans une logique qui est celle de l'Ukraine qui a le droit de se défendre. C'est vrai que quand tu es attaqué, tu as le droit de te défendre. Ça, c'est l'éthique de conviction qu'utilise beaucoup M. Zelensky, avec aussi la technique de culpabilisation. En gros, il joue sur la conviction. Comment vous pouvez empêcher un pays agressé de se défendre? C'est imparable, on ne peut rien répondre. Et aussi, il utilise la culpabilisation et la démonisation. Si vous ne m'aidez pas à me défendre, parce que vous avez les pétoches, vous êtes des trouillards et vous êtes des munichois, donc je vous culpabilise, vous êtes en fait ceux qui serraient la main à Hitler et qui allaient accepter un Anschluss. Et là, de ce point de vue, l'opération de Koursk a été une preuve absolue qu'on peut attaquer le territoire russe. Il n'y a pas forcément une conséquence de guerre mondiale immédiate. On n'est pas forcément gazé, atomisé. Il s'est passé grand. Et d'ailleurs, Zelensky et Yermak, son conseiller, ont dit à plusieurs reprises, vous voyez, les Russes sont des pétochards, c'est des bluffards. Des bluffeurs et des pétochards. N'ayez pas peur, c'est vous, les Occidentaux, qui avez la clé de la réussite. Si vous nous laissez frapper Moscou et Saint-Pétersbourg, ces pétochards de Russes finiront par être contre leurs dirigeants. Ils arrêteront la guerre parce qu'ils ne voudront pas subir les bombes sur leur territoire. Donc ça a été réussi parce que du coup, on a franchi des lignes rouges qu'on ne voulait pas franchir. Même si les Américains restent très prudents, il y a quand même eu une acceptation de facto du fait que les Ukrainiens utilisent de plus en plus d'armes occidentales pour frapper des objectifs en Russie, pas uniquement les dépôts d'armes, puisque quand on prend un village, ce n'est pas un dépôt d'armes. Donc ça a réussi dans une logique médiatique pour obtenir du financement, de l'aide, des armes, etc. et pour débloquer ceux qui ont peur qu'on utilise les armes au-delà de certains kilomètres. La partie qui a totalement échoué, il y en a deux. Kursk, on n'a pas réussi. Enfin, les Ukrainiens et leurs... il y a eu beaucoup d'instructeurs d'ailleurs anglais qui étaient présents sur le sol. Ça on ne peut pas le dire. Si on peut le dire, mais on ne peut pas le prouver. Mais il y a beaucoup de suspicions qu'il y ait des entraînements, des instructeurs de l'OTAN. Enfin, l'OTAN c'est rien, c'est qu'un traité, mais des instructeurs de plusieurs pays de l'OTAN, probablement canadiens, anglais, surtout anglais et quelques Américains. Pourquoi pas quelques Français? J'y crois pas, mais on le dit aussi. Et cette opération, elle avait un objectif stratégique. J'en veux pour preuve que ce n'est pas un pro-russe qui me le disait récemment. À Barcelone, j'ai rencontré un officier ukrainien qui était de passage peut-être pour une mission, je ne sais pas, et on a parlé quelque temps, et il me disait qu'il était très remonté contre Zelensky, parce qu'il disait « il n'y a rien à prendre dans le territoire russe qu'on a pris, à part un objectif qui était la centrale nucléaire. Or, au dernier moment, ce n'est pas qu'on n'a pas pu, Zelensky a écouté ses patrons qui lui ont dit qu'il fallait y renoncer. » Peut-être que c'est qu'il n'a pas pu. En tout cas, l'objectif vraiment très intéressant qui aurait pu peser dans des négos, c'était la centrale nucléaire. Elle n'a pas pu être prise. Le reste, c'est des villages. C'est un endroit assez peu stratégique. On a dit que c'était très stratégique, mais c'est assez faux. Et j'en veux pour preuve aussi, sur le site ukrainien centaur.net et ukr.net, deux sites ukrainiens, on peut retrouver ces jours-ci, au moment où je parle, une lettre ouverte de dizaines de généraux et d'officiers ukrainiens, des vrais, c'est pas la propagande russe, c'est le débat qui a lieu en ce moment dans les médias ukrainiens. On en a parlé à la télévision ukrainienne. Un de mes amis qui est à Lviv a même fait une émission en Ukraine pour justement commenter cette lettre ouverte, un peu comme la lettre ouverte des généraux en France qui a fait parler d'elle il y a quelques années. Et ces généraux disent on en a assez que Zelensky et son conseiller spécial Yermak nous demandent de faire des choses inutiles, coûteuses en hommes et contre-productives. Voilà ce que pensent les militaires responsables aujourd'hui de ce qu'on leur a demandé de faire à Koursk. Et là, c'est un échec total. Ils n'ont pas pris la centrale nucléaire, ils ne peuvent pas l'avoir dans un élément de les négociations, et ils sont en train de perdre des gens parmi les mieux formés de l'armée ukrainienne qui manquent au front ukrainien lui-même. Et là, je réponds à votre question. Et pendant ce temps, eh bien, les Russes qui savaient très bien
que cette opération visait à les inciter à dégarnir le front où ils étaient le plus en avance, eh bien, ils ne sont pas tombés dans le piège. Alors on s'est foutu d'eux pendant tout l'été. Ils se font canarder, envahir, des soldats pris en otage par centaines. C'est nul, ridicule, Poutine est humilié, c'est pire que l'opération Prigojine, etc. En réalité, les choses sont légèrement différentes. Mettez-vous à la place des stratèges froids, KGBistes, qui sont tous dans l'émotion. Un de mes amis anciens haut dirigeant de Fiat a connu Poutine lorsque Poutine était libéral à la mairie de Saint-Pétersbourg. Alors, avant qu'il soit anti-occidental, c'est le Poutine des années 90. Et il me disait, ce monsieur, qu'il avait eu affaire à quelqu'un de très lent à la décision, de très très froid, de très peu émotionnel et de très peu rapide. Absolument pas géré par l'instinct, l'émotion ou la violence ou la revanche. Extrêmement froid. Donc, il s'est fait humilier pendant tout l'été. Il a laissé les Ukrainiens contrôler des territoires sans pouvoir rien faire parce qu'il n'avait pas les hommes sur place. Il avait des appelés peu entraînés, des gens du FSB, etc. Il a fallu faire déplacer des populations. Vous savez que les Russes sont connus pour leur extrême bordélisme. Ils ne sont pas du tout organisés, ce n'est pas des Allemands. Par contre, ils sont connus pour le génie de l'improvisation. Le Russe est mauvais en organisation, en planification, mais il est génial dans, un peu à l'asiatique, la stratégie du mouvement. L'adaptabilité, c'est le contraire de la stratégie germanique ou clausewitzienne. Et donc, ils ont laissé faire cette incursion et ils se sont dit, puisque nous, on ne peut pas réagir tout de suite, il faut déjà qu'on déplace les populations, sinon on va tuer nos propres citoyens. On ne va pas bombarder nos propres citoyens. Tout cela, ça a été très lent, je le reconnais. Ils ont pris des sections militaires un peu partout, mais aussi des forces intérieures, FSB, garde nationale, etc. Ils ont pris quelques Tchétchènes, bon, même s'ils sont un peu exagérés, ils ont pris des gens d'Africa Corps, ex-Wagner, et ils ont fini par bien blinder autour de la centrale nucléaire des murs très épais, des tranchées, des fortifications. Maintenant que tout cela est blindé et que les populations ont été évacuées, là, ils tuent par milliers des soldats ukrainiens parmi les meilleures forces. C'était pas 1000, c'était 30 000 Ukrainiens qui sont arrivés vers Koursk et ils sont en train de se faire canarder. On pense qu'au moins la moitié ont été éliminés par les forces russes. Bien sûr, autant la presse occidentale se vantait lorsque les Russes étaient envahis par des Ukrainiens, autant ils ne parlent pas beaucoup des Ukrainiens vers Koursk qui se font tuer par la riposte russe. Mais pendant ce temps, à Pokrovsk et récemment la ville de Vuhledar, qui a été prise par les Russes, et chaque semaine, un nouveau village est pris autour du front centre ou autour de Pokrovsk par les Russes. Les Russes procèdent très doucement. Ce que l'on peut dire pour répondre à votre question, c'est que lentement et sûrement, les Russes progressent par un pilonnage massif. Il faut savoir que les Russes tirent à peu près 15 000 obus par jour, quand les Ukrainiens en tirent difficilement 5 à 6 000. Il faut savoir aussi que la Russie produit 3 millions d'obus par an, lorsque tous les pays de l'OTAN, et l'Ukraine incluse, en produisent à peine un peu moins que la moitié. Tous les pays de l'OTAN, plus l'Ukraine, qui commence à fabriquer ses propres munitions et ses propres obus, produisent un peu moins que la moitié de ce que produit la Russie, qui est en régime total de guerre. Et donc, pour ces raisons, la masse démographique, les Russes attaquaient à Koursk. Mettez-vous à la place des Russes. On a cru que ça allait les démobiliser. C'est le contraire. Les Russes, aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde allègrement va à la guerre, la fleur au fusil, mais beaucoup de Russes signent des contrats volontaires, certes très bien payés, donc c'est alléchant, tandis que les Ukrainiens doivent arracher les enfants à leur famille. Encore une fois, c'est un ami d'Ukraine qui me parle. Et il me dit qu'il voit arriver tous les jours des corbillards jusqu'à l'ouest de l'Ukraine. Il est à Lviv, il est professeur. Et il me dit qu'il a plein de récits autour de lui, dans sa belle famille ukrainienne, d'enfants arrachés, ceux qui n'ont pas l'argent pour payer la corruption et pour ne pas être recrutés. Ils sont arrachés, parfois de manière extrêmement violente, devant leur mère, dans leur maison. Et là, ils veulent rabaisser à 17 ans le recrutement forcé. Donc les Ukrainiens peinent à trouver des gosses ou des vieux, parce que la moyenne d'âge c'est 46 ans sur le front, tandis que les Russes, avec l'argent qui malgré tout arrive encore à couler, à flot, et ils arrivent à payer très 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 cher pour la vie d'un Russe, des recrues qui signent des contrats. Donc la masse est en faveur des Russes, démographique, même s'ils ne font pas d'enfants, ils ont beaucoup plus de gens du même âge que les Ukrainiens capables de venir se battre.
ils ont le moral, parce que depuis qu'ils sont attaqués sur leur territoire, ça a fait l'effet contraire, ça a démoralisé un peu la population russe qui a fait baisser de 1 point la cote de popularité de Poutine. Par contre, chez les gens capables de se battre, ça a augmenté les recrues. Donc les Russes recrutent plus depuis l'opération de Koursk, l'effet inverse à celui escompté. Donc la masse, le moral revient du côté des Russes, puisque quand on est attaqué chez soi, on arrive plus à trouver des patriotes qui, par réflexe patriotique, vont vouloir se battre. Et bien sûr, la masse, le moral et les munitions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le numéro 3 de l'armée française que j'ai rencontré cet été, qui est plutôt pro-ukrainien, pro-occidental, fidèle à l'OTAN. Il me disait, si on est vraiment réaliste, et il me disait, ça me fait mal de le dire, mais les Russes ont la masse démographique et ils ont la masse de munitions. Dans une guerre, c'est les deux choses qui comptent. Le reste, certes, si les gens sont totalement démoralisés à 100%, c'est différent. Mais ce n'est pas le cas des Russes, contrairement à ce que l'on croit. Beaucoup de Russes sont soit neutres, soit gentiment contre, mais sans protester, soit, pour beaucoup, le Russe de base qui n'est pas instruit en Occident et qui n'est pas cadre, etc., le Russe de base, grosso modo, trouve que c'est une guerre juste. Et on trouve toujours des Russes assez pauvres pour trouver fantastique un contrat très bien payé pour aller en Ukraine. Donc ils ont la masse, ils ont le moral et ils ont les munitions. Donc les Ukrainiens, je pense, se dirigent vers un échec. Ça ne veut pas dire que la Russie va gagner totalement, mais les Ukrainiens se dirigent vers un échec. On ne peut pas dire que c'est plié, il ne faut jamais crier victoire trop tôt. On ne sait jamais si, par exemple, le scénario improbable, mais pas impossible, les Russes avancent, tout à coup le front de Donetsk, à cause de Pokrovsk, s'écroule. Le front du Donbass, en général, devient beaucoup plus fragile à cause de la chaîne logistique. Les Russes progressent beaucoup plus vite. Ils bombardent massivement les infrastructures énergétiques pendant cet hiver et les Ukrainiens, à un moment, déclarent un chaos. Et les Russes, dans l'hubris, vont jusqu'à Odessa. Dans ce scénario que j'explique dans le livre avec Jacques Sopelsa, si les Russes n'ont pas la sagesse de s'arrêter dans ce qu'ils ont, dans une logique à la coréenne, avec un parallèle où on gèle les parties occupées, s'ils sont dans l'hubris et qu'ils vont jusqu'à Pokrovsk, voire jusqu'à la Transnistrie, parce que ce qui se passe en ce moment en Transnistrie est très important. Madame Sandou, la présidente de la Moldavie, fait un référendum pour l'adhésion à l'Union européenne et elle a un projet plus ou moins secret de se rallier, voire un jour se rattacher à la Roumanie, qui est la base la plus atlantiste de l'Europe de l'Est, puisque c'est là qu'il y a des antimissiles des forces américaines et beaucoup de forces des pays de l'OTAN. C'est là qu'il y a des antimissiles les plus nuisibles pour la Russie. Vous savez, l'ancien projet de M. Bush qui voulait en mettre partout, ça a été réduit surtout en Roumanie. Et donc, ce que veut faire Mme Sandou, en réveillant le problème de la Transnistrie, hein, et du coup, ça a déclenché en Transnistrie un regain du mouvement séparatiste pro-russe qui a demandé le secours des Russes. Aujourd'hui, en Moldavie, face à cette présidente qui veut réoccuper à nouveau, c'est son objectif, la Transnistrie, c'est son droit d'un point de vue légal, puisque c'est la Moldavie. Mais le réalisme, ce n'est pas que le droit. Ça veut dire que les militants et les citoyens pro-russes de Transnistrie qui ne veulent pas appartenir à la Moldavie demandent en ce moment où je parle l'aide des Russes. Ça nous rappelle étrangement les Ossètes et les Abkhazes en Géorgie en 2008 et les gens du Donbass à partir de 2014 qui, se sentant persécutés ou brimés par l'État dans lequel ils vivent malgré eux, parce que c'est les frontières mal faites, ils appellent au secours les Russes qui finissent par venir. 2008, ils sont venus. Accord trouvé avec Sarkozy, 2014 et surtout 2022, ils sont restés. Et donc, si les Russes sont dans l'hubris parce qu'ils ont quelques victoires dans les mois qui viennent et qu'ils vont jusqu'à Odessa, il y a tellement d'intérêts américains. Westinghouse, la société atomique civile, parce que vous savez que l'Ukraine a un projet de redevenir un pays nucléaire, civil et militaire. Zelensky ne le cache plus. Dans la constitution ukrainienne, il y a l'idée de rentrer dans l'OTAN, qui est devenue constitutionnelle. C'est un objectif absolument indiscutable. Il y a les boîtes américaines, les grandes multinationales, BlackRock, Blackstone et leurs filiales qui ont acheté à peu près 43% des terres arables ukrainiennes de l'Ukraine non occupées par les Russes.
Ça fait beaucoup d'intérêt américain, sans parler de la stratégie, la mer Noire, le gaz en mer Noire, le fait d'être dans une mer qui donne sur les détroits turcs, qui passe ensuite vers la Méditerranée. C'est de la grande stratégie, on est dans le big game. On est en 1853, pendant la guerre de Crimée. On est dans les mêmes enjeux que le grand jeu de l'époque. Et donc, pour ces raisons, les Occidentaux pourraient passer à un stade supérieur d'emploi de force de l'OTAN directement contre la Russie, prenant acte du fait que finalement il ne s'est encore rien passé, les Russes n'ont pas osé appuyer sur le bouton, ils ne le feront pas, etc. C'est ce que disent tout le temps les secrétaires généraux de l'OTAN. Le nouveau n'est pas plus pacifique que le précédent, sans parler de la Madame Pesk de la politique étrangère européenne, qui est une militante anti-russe fanatique qui veut rentrer en guerre contre la Russie. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a quand même de fortes probabilités, même si ce n'est pas sûr, d'une montée en puissance de la belligérance de plus en plus directe des pays de l'OTAN contre la Russie. Et c'est pour ça que Mme Malin, pro-ukrainienne, mais jusqu'à un certain point, et M. Scholz, qui pense à l'après et qui un jour aimerait pouvoir reprendre du gaz bon pour son économie écologique et moins cher, ces deux pays se sont abstenus sur la montée aux enchères pour livrer des armes qui frappent la Russie, mais d'autres pays occidentaux ont accepté. Et donc là, les Russes, en représailles, ont révisé leur doctrine nucléaire avec un emploi beaucoup plus souple, y compris dans le cas d'une guerre conventionnelle. Et tout cela, si vous voulez, est quand même extrêmement inquiétant. Alors, on me répondra, mais t'es un pétochard. Les Ukrainiens, ils méritent quand même qu'on respecte le droit international. C'est vrai que la Russie a reconnu l'Ukraine, elle n'a pas à l'envahir, c'est absolument injustifiable. Alors c'est très weberien. Éthique de conviction, on continue dans plus de belligérance puisque les Ukrainiens auront besoin de nos soldats à un moment ou à un autre, ils sont arrivés au maximum. Éthique de conviction, très très noble. Si tant est que ça soit motivé par de la noblesse, bravo. Éthique de responsabilité, quelles sont les conséquences de mes convictions? Et là, Max Weber nous a tout dit. L'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité, c'est un dilemme et un équilibre savant qu'il est très compliqué d'allier. Je le reconnais que, effectivement, est-ce qu'on peut aussi pour autant abandonner totalement les Ukrainiens et leur dire démerdez-vous avec les 2/3 de votre pays? C'est un véritable dilemme, c'est-à-dire que la réponse est extrêmement compliquée et on est à peu près sûr de se tromper dans les deux cas, parce que dans les deux cas, il y aura des dégâts pour les uns ou pour les autres. Dans un mois, il va y avoir les élections présidentielles américaines. Les deux candidats ont des visions bien différentes par rapport à la guerre en Ukraine. Kamala Harris est beaucoup plus interventionniste, tandis que Donald Trump aurait proposé un plan à Zelensky qui mettrait fin à la guerre en moins de 24 heures. Oui. Est-ce que vous pensez que l'avenir aujourd'hui de l'Ukraine se trouve dans les mains des États-Unis? Alors pour nos auditeurs, ce plan de Trump, il est très intéressant. Il a été porté par le président du pays qui était en présidence tournante de l'Union européenne, donc M. Viktor Orban. Parce que pour nos auditeurs, il y a le président de l'Union européenne, des institutions, et il y a le pays qui préside pendant 6 mois. C'est une cacophonie totale. C'est pour ça que Kissinger disait qu'il y a un numéro de téléphone. Mais le président du pays qui a la présidence tournante, au début de l'été, est allé voir les Chinois, les Turcs, Trump, Zelensky, Poutine. Et il est venu voir Trump ensuite, à faire une sorte de compte-rendu, et il a dit, voilà, moi j'ai vu les uns et les autres, et un plan est né de cette mission autoproclamée de M. Orban, qui malheureusement a été totalement démenti par les institutions européennes en disant qu'il n'avait aucun droit de faire ça, que c'était en son nom propre, alors qu'il est quand même le pays qui préside l'Union européenne, même si ça a été complètement démonisé par les institutions européennes et Van der Leyen et l'OTAN et tout le monde, et toutes les capitales occidentales. Ce plan était très intéressant puisqu'il a été présenté aux grands acteurs impliqués et aux acteurs régionaux et aux acteurs globaux. Donc Chine, Russie, Ukraine, Turquie, Tchéquie, un petit peu en off, et surtout Hongrie et Trump, donc pas l'Amérique mais Trump. Et ce plan, effectivement, est dans les tiroirs. Par contre, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, c'est que le passé explique quand même toujours un peu le présent. Et on ne peut pas nier que quand Trump était président de son pays, il a armé comme jamais les Ukrainiens. C'est la présidence Trump
qui a beaucoup plus armé les Ukrainiens, et c'est la présidence Trump qui a bloqué pendant plus des années par des pressions et des sanctions et des menaces de sanctions, qui a bloqué Nord Stream 1 et 2. Nord Stream 1 et 2, on l'oublie très souvent, a été accepté par Biden. C'est bizarre, parce que Biden, on dit le va-t-en-guerre, etc. Biden avait fini par donner son accord à Nord Stream 1 et 2. Alors on pourra me répondre, mais de quoi se mêle-t-il? C'est pas l'Europe. Ben oui, on est obligé d'avoir l'accord du parrain américain, c'est ça quand on est un protectorat. Eh bien, Trump avait fait la guerre à Nord Stream 1 et 2. Il était venu voir personnellement Angela Merkel en l'insultant de munichoise si elle signait et elle ne bloquait pas l'accord Nord Stream 1 et 2. Donc il était très très virulent. Vous me direz, c'est pour le business, l'économie, c'est la concurrence entre l'industrie américaine et européenne. Mais il a armé comme jamais les Ukrainiens. En 2016, l'armée ukrainienne, c'était à rien du tout. 60 000 hommes au maximum opérationnels. La moitié des généraux infiltrés par le KGB ou par le GRU plutôt, ou d'autres organisations de renseignement russes. L'armée ukrainienne totalement infiltrée avec plein de pro-russes parce que l'Ukraine est un pays très imbriqué jusqu'à 2016. Il y a beaucoup d'Ukrainiens, ils ne savent même pas eux-mêmes s'ils sont russes ou ukrainiens ou s'ils sont pro-russes, pro-ukrainiens. N'oublions pas qu'en 2010, les Ukrainiens ont voté pour un président pro-russe, alors qu'en 2005, ils avaient voté pour un camp anti-russe. Mais en 2010, 5 ans après la révolution orange, ils avaient revoté pour des pro-russes. Donc jusqu'à 2013, on peut dire que les Ukrainiens sont extrêmement imbriqués et ils sont autant russes que pas russes. C'est 50-50. Et après, le basculement, le coup de génie de l'Union européenne et de l'OTAN et de l'Amérique, c'est d'avoir profité de l'Eldorado occidental pour monter les Ukrainiens contre leur président en leur disant s'ils ne signent pas l'accord d'association avec l'Union européenne, en gros, vous allez rester pauvres. Et en fait, c'est la volonté d'avoir cet Eldorado de plaisir, de consommation et de bien-être qui a fait pencher les Ukrainiens russophones. En majorité, ils sont russophones. En fait, même à Kiev, on parle russe. Hein, c'est qu'une minorité qui ne parle que ukrainien. Un peu comme en Catalogne il y a 20 ans, ou il y a 30 ans. Même encore moins, puisque à Kiev, même les Ukrainiens anti-russes parlent ukrainien. Zelensky lui-même parle russe. Pardon, je voulais dire parle russe. Bref, on a fait pencher la balance par le fait qu'on a frustré les Ukrainiens en leur disant si vous avez un dirigeant comme Yanukovych, il va vous priver de l'Eldorado européen et occidental. On connaît la suite des opérations. Donc voilà, pour ce qui concerne Trump, n'oublions pas que c'est sous sa présidence qu'on arme l'armée, on équipe l'armée ukrainienne, que le général Hodge vient faire quelque chose qui avait été annoncé 3 ans plus tôt par le grand stratège George Friedman. Je ne sais pas si vous le connaissez, le président de l'ancienne société Stratfor qui conseillait la CIA et le Pentagone. Ce grand stratège, en 2015, annonce le fait que, alors là, 2015, ce n'est pas encore Trump, c'est 2 ans avant, mais il annonce le fait que l'Ukraine va devenir l'armée américaine. Mais il dit l'armée américaine. Il dit, on a envoyé un général qui est venu dire aux Ukrainiens qu'il allait faire des décorations que l'on donne que aux soldats américains. Et ça s'est passé comme cela. À partir de 2015, l'armée américaine a équipé l'armée ukrainienne pour qu'elle devienne une armée pratiquement de facto membre de l'OTAN. Et c'est sous Trump que les livraisons de matériel ont accéléré, ont augmenté avec les Canadiens et les Anglais. Donc bref, pour la faire courte, Trump a eu des propos pro-russes soi-disant, des conseillers comme Steve Bannon pro-russes soi-disant, mais vite éjectés. Mais pendant toute sa présidence, il a eu des responsables comme Nikki Haley, comme Bolton, des gens très néoconservateurs qui veulent en découdre avec la Russie. Donc finalement, Trump, on ne sait pas ce qu'il va faire, puisque si, comme dans sa première présidence, il commence avec quelques pro-russes ou quelques pacifistes, et que 6 mois après, il les dégage à cause du Deep State et du lobby militaro-industriel qui est très puissant et qui peut le flinguer. Quelque part, on n'a pas voulu le flinguer, mais on lui a fait comprendre qu'il pouvait être flingué facilement. Je pense que même s'il dit qu'il est courageux, qu'il a peur de rien, il va prendre en compte cette... vous savez, quand on a été attaqué 2 fois avec des armes à feu, ça veut dire que quand même, on est légèrement une cible, un peu plus que la moyenne. Donc, qu'est-ce que va faire Trump? Est-ce qu'il n'aura absolument pas peur des avertissements? Je ne dis pas que c'est un complot, que l'État lui a envoyé des tueurs, mais l'État n'a pas trop protégé, surtout la première fois. L'État fait comprendre que la vie de Trump est dans les mains des services de renseignement. Si les services de renseignement ne veulent pas trop regarder ce qui se passe,
ils vont laisser un jour un autre fanatique paumer, tuer Trump, puisque tout le monde est armé aux États-Unis. Donc Trump fera-t-il cette politique de paix que veut Orban dès qu'il sera président? Moi, j'en doute. Je fais partie de ceux qui ne disent pas qu'ils sont certains que Trump va vouloir la paix au détriment des frontières ukrainiennes d'un coup comme ça. S'il ne l'a pas fait la première fois, on a le droit d'en douter pour la seconde. Je ne dis pas que c'est sûr qu'il fera pareil, mais comme tous les hommes politiques, il dit quelque chose et le Deep State lui fait faire autre chose une fois qu'il est au pouvoir. Et le Deep State, ça compte aux États-Unis. Ça a tué quand même l'oncle de M. Kennedy, vous savez, le candidat démocrate qui a rallié Trump. Son oncle a été tué et son père a été tué. Donc quand même, c'est une tradition aux États-Unis d'éliminer ceux qui dérangent ou de leur faire comprendre qu'ils peuvent être tués. Je voulais conclure l'entretien avec une dernière question sur Taïwan. Je voulais votre avis par rapport à une théorie qui a été développée par Alison Graham, Oui. qui est un spécialiste des relations internationales. Il s'agit du piège de Thucydide. Oui. L'idée, c'est que quand il y a une puissance quasiment hégémonique et que cette dernière va avoir des intérêts qui vont rentrer en contradiction avec une puissance émergente, ça peut aboutir à un conflit. Il a analysé ça par rapport à toute l'histoire de l'humanité et tous les conflits qui ont découlé. Et il pense que le prochain grand conflit mondial va se dérouler entre la Chine et les États-Unis à cause de Taïwan. Alors partagez-vous la vision de M. Alison Graham? Alors c'est intéressant ce qu'il dit, son livre « Destinated for War », auquel vous faites allusion, où il reprend la théorie très intéressante, c'est presque la sociologie politique de l'Antiquité. Il reprend des scénarios de guerre entre empires et outsiders, et il montre que, je crois, sur une vingtaine de cas exemplaires, 18 ou 17 ont montré que l'empire en place, quand il fait la guerre et qu'il tombe dans le piège, contre l'outsider pour l'empêcher de prendre sa place, eh bien, pratiquement, je ne sais plus si c'est 8 fois sur 10, il perd. Donc c'est le piège de Thucydide. Très intéressant ce livre parce que c'est vraiment, c'est presque une étude, c'est presque pas un sondage, mais c'est une étude de plusieurs cas, c'est une comparaison de cas, une méthode aristotélicienne très intéressante. Et je partage assez son avis, bien que je ne suis pas sûr que ça soit uniquement à cause de Taïwan. Tout aujourd'hui oppose l'empire américain à l'empire chinois, mais il y a un problème. Pour faire une guerre, tant qu'il y en a un qui n'a pas envahi l'autre, il faut être deux. C'est sûr que si quelqu'un vous frappe, vous êtes en guerre, même si vous dites « je suis pour la paix ». Mais tant que vous n'êtes pas agressé, envahi sur votre territoire, vous pouvez ne pas tomber dans le piège de la guerre. Et justement, les Chinois, ils ont 1000 fois une Thucydide. Ils ont Lao Tse, le taoïsme, où tout est indirect et tout est en mouvement, et rien n'est certain. Et c'est la fluidité permanente. Sun Tzu également, la fluidité permanente, et le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est le contraire des échecs. Les échecs ont fait échec et mat. L'autre, à un moment, est détruit dans son cœur, ou plutôt sa direction, sa reine, son roi, etc. Dans le jeu de Go, quand on voit parfois la fin d'un jeu de Go, un occidental va se dire « mais qui est-ce qui a gagné ?» Il voit pas mal de pions blancs et pas mal de pions noirs. En fait, dans le jeu de Go, on peut être enfumé, encerclé, déstabilisé, intoxiqué. On n'est pas forcément éliminé physiquement. Et ça, c'est la stratégie chinoise. Aujourd'hui, qu'est-ce que font les Chinois? Ils achètent des ingénieurs taïwanais. Charles Gave l'a dit d'ailleurs dans une vidéo, et il connaît, là où il est le meilleur, c'est quand même en économie et en finance. Et la Chine a les moyens. C'est le seul pays au monde et la seule entité qui a les moyens d'investir autant que les Taïwanais dans les semi-conducteurs. Pour nos auditeurs, il faut savoir que les semi-conducteurs, c'est quelque chose de très précis. Les Américains étaient les meilleurs. C'est eux qui les ont inventés, c'est eux qui ont les concepteurs, toujours aujourd'hui, à la Silicon Valley, en Californie et ailleurs. Les Américains ont les conceptions. Ils fabriquent les systèmes. Mais pour des raisons d'économie et de rationalisation du travail, et de répartition des tâches, et de division internationale du travail très libérale, les grandes compagnies digitales américaines, dans les années 80, 90, puis 2000, n'ont cessé de dire qu'il faut découpler l'activité retail, l'activité conception et l'activité fabrication et assemblage. Et on est arrivé, je le fais très court, avec une situation qui est celle que les Américains sont les programmateurs et les concepteurs théoriques. Ils créent les conceptions des puces.
Les imprimeurs, si on prend une image, hein, c'est les Hollandais avec la société ASML qui ont, avec des espèces de systèmes photons, ils impriment les systèmes de semi-conducteurs, mais ceux qui les créent au niveau des circuits sur le silicium, c'est la société Taiwan Micro, voilà, c'est Taiwan Micro, je sais pas quoi, TMST, non, TSMC, et cette grande société taïwanaise a le monopole de 80% des puces en dessous de 6 nanos et de certaines technologies extrêmement sophistiquées. Taïwan n'a pas le monopole des semi-conducteurs puisque les Japonais également ont été délégués par les Américains et les Sud-Coréens. Il y en a 3. Ceux qui conçoivent, c'est les Américains, ceux qui impriment, c'est les Hollandais, mais ceux qui créent la puce matériellement sur le silicium, c'est les Japonais, les Sud-Coréens et les Taïwanais. Et les Taïwanais ont les meilleures puces, y compris pour l'armée, dont même les Chinois dépendent. Les Chinois ne peuvent pas avoir des missiles intelligents s'ils n'ont pas les semi-conducteurs de Taïwan. Et il faut savoir que pour rattraper le temps prévu, les Américains veulent rapatrier sur le sol américain, en Californie et ailleurs. Ils ont commencé à rapatrier du savoir-faire de Taïwan pour créer des entreprises qui créent sur le silicium ces semi-conducteurs et ces circuits de plus en plus fins et extrêmement compliqués à faire. Ce sont des investissements chaque année de 200 à 300 milliards de dollars. Les Américains pourraient le faire, mais comme c'est une économie libérale, l'État américain qui a toujours dit qu'il fallait conserver le savoir-faire sur le territoire américain, n'ont pas été écoutés par Microsoft et par les autres entreprises digitales privées qui ont dit « moi, je n'ai pas envie de me taper tous ces investissements » et c'est en plus très compliqué. Ce n'est pas des Mexicains ou des travailleurs WASP anglais, d'origine WASP ou américains qui vont pouvoir le faire. Il y a eu des études sociologiques, c'est Microsoft, qui peuvent paraître essentialistes. Ça peut être choquant, mais ce n'est pas moi, c'est le livre dont je vous parle, édité chez mon éditeur, L'Artilleur, sur la guerre des semi-conducteurs. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça s'appelle La guerre des semi-conducteurs, très intéressant. Il en parle, les sociétés américaines ont fait des études. Aucune population, en dehors des sud-est asiatiques et des asiatiques en général, n'est aussi disciplinée, travailleur 24 heures sur 24, tout en étant précis et extrêmement ordonné. Et c'est ce travail d'ultra-précision de réalisation des puces ne peut être fait nulle part ailleurs qu'en Asie. Alors c'est de l'essentialisme, on peut me dire, c'est presque raciste de dire qu'il y a un peuple, une ethnie qui fait mieux que d'autres. Mais ce n'est pas une étude racialiste d'un parti extrême droite, c'est les acteurs du monde digital qui ont dit qu'il n'y avait pas mieux. Et c'est pour ça qu'on a tout mis en Asie, mais aussi pour rationaliser les coûts et pour ne pas avoir à la fois la production, la conception et l'assemblage. Pour ces raisons liées à l'économie libérale et à l'indépendance des compagnies occidentales, on a tout mis en Asie. La Chine a les moyens d'acheter les ingénieurs, mais aussi de faire des usines qui coûtent des centaines de milliards de dollars chaque année parce qu'il faut constamment se mettre à jour. Et aujourd'hui, seule la grande entreprise TSMC taïwanaise sait le faire, et un petit peu les Japonais et les Sud-Coréens. Donc voilà, pour résumer, la Chine a les moyens et elle a un État totalitaire avec une économie de guerre et un État économique qui peut se permettre de donner l'ordre de le faire parce qu'il y a une imbrication entre société privée et État. On l'a bien vu avec Alibaba, il a été mis en prison tant qu'il n'était pas obéissant, après il a été relâché à faire ses excuses. En Chine, on peut donner une directive et tout le monde suit. En Amérique, ce n'est pas le cas. Donc l'Amérique est en train d'essayer de rapatrier les semi-conducteurs, mais elle a beaucoup de mal, ça va prendre du temps. Moi, je fais le pari que les Chinois auront égalé Taïwan dans 5 ans, peut-être que je me trompe, et dans 5 ans, les Chinois n'auront plus un intérêt immédiat à envahir Taïwan. Leur intérêt, ce sera le jeu de Go. Et ça a commencé, parce que la désinformation, c'est parfois quand on ne dit pas certaines choses. Il y a eu des élections, comme vous le savez, il y a moins d'1 an à Taïwan. Et on a dit, le nouveau président est également indépendantiste contre le Kuomintang, contrairement à la présidente prédécesseur, hein, vous vous rappelez. Et le parti est toujours majoritaire. Faux. Au niveau de la présidence, le président est toujours un indépendantiste anti-Kuomintang, mais il a eu moins de votes et moins de pourcentage que son prédécesseur. Il a un peu baissé, même s'il est président. Quant au Parlement, il est dominé. Le premier parti au Parlement, c'est le parti du Kuomintang, qui est un parti qui veut la paix avec la Chine et un jour une négo pour retourner dans la Chine.
L'ancien parti de Chiang Kai-shek qui était anti-Mao, paradoxalement, c'est le parti le plus rattachiste aujourd'hui pour une seule Chine. Et le parti anti-chinois a baissé au niveau du Parlement, c'est-à-dire ceux qui font les lois. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on nous a dit. Et la Chine compte là-dessus. Elle pense que chaque année, elle va réussir par le jeu de Go, par l'influence, les pressions, peut-être la corruption, l'idéologie aussi, parce que vous savez que beaucoup de Taïwanais, 80% des Taïwanais ne sont pas des vrais Taïwanais. Vous savez, l'ethnie taïwanaise, c'est un peu les mêmes que le Cambodge, c'est pas du tout la même ethnie que les Chinois, c'est pas du tout le même faciès, c'est pas la même origine, c'est pas les mêmes langues. Mais la plupart des Taïwanais sont des Chinois qui viennent de Chine continentale et ils savent parfaitement leur lignée. Et la Chine joue beaucoup là-dessus et sur le taoïsme et le confucianisme. La Chine, par la corruption, les pressions, la peur, mais aussi l'empathie culturelle et l'inclusion culturelle, elle joue beaucoup le fait de promouvoir une seule Chine, même à Taïwan. Et deuxièmement, et je conclus, je ne crois pas que Taïwan est comparable à l'Ukraine pour une raison très simple. L'Ukraine, les Russes, de leur point de vue, c'est pour ça que Poutine en veut à mort à Eltsine et à Gorbatchev, les prédécesseurs de Poutine ont reconnu la souveraineté de l'Ukraine. Certes, il y avait les conditions, abandonner le nucléaire, ne pas être un pays qui abrite des armes d'un pays ennemi, ne pas devenir membre de l'OTAN, etc. Respecter aussi le statu quo ethnique et linguistique, etc. Mais malgré tout, les Russes, même s'il y avait des conditions, certes, qu'ils jouent aujourd'hui, ils avaient reconnu l'indépendance de l'Ukraine et eux-mêmes ont donné des bouts de Russie à une Ukraine devenue indépendante et qui était déjà un sujet existant, théoriquement, déjà à l'Union soviétique, parce que c'est l'Union soviétique qui a créé l'Ukraine. Avant, elle n'avait jamais eu ses frontières et sa souveraineté dans ses frontières. Tandis que Taïwan, dès De Gaulle, Kissinger, et vous qui avez fait des études de relations internationales, vous le savez, Kissinger, Nixon, l'époque Kissinger qui était venu en avant-poste et ensuite Nixon qui avait signé, puis De Gaulle à peu près en même temps, avait pendant la guerre froide une stratégie intelligente. On va essayer de détacher les Chinois des Russes et on a réussi à les couper en deux. Les Chinois se sont détachés des Russes et les Chinois nous ont dit nous on vous demandera quelque chose un peu en échange. Vous retirez toutes vos ambassades de Taïwan. Vous ne reconnaissez plus la souveraineté de Taïwan. Et à l'ONU, ça ne mange pas de pain. Vous pouvez garder vos représentations diplomatiques. Ce sera des représentations commerciales. En fait, ce sera une ambassade comme avant. Rien ne va changer. On vous demande juste de ne pas reconnaître officiellement Taïwan, même si vous faites ce que vous voulez ensuite. Et nous, on n'a pas compris que c'était la théorie du jeu de Go. Ils étaient en train d'avancer leurs pions sans même que l'on se rende compte qu'ils étaient en train de préparer la future invasion de Taïwan. Ça veut dire que le jour où ils envahiront Taïwan, dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans, ce n'est pas si immédiat que ça. Entre-temps, ils auront probablement repris la technique des semi-conducteurs dont ils ont besoin pour être autonomes. C'est le seul domaine aujourd'hui où la Chine dépend encore des Américains. Parce que, je répète, les semi-conducteurs fabriqués à Taïwan sont conçus par les ingénieurs américains. Et c'est quand même les sociétés américaines qui sont les clients de Taïwan, même s'il y a aussi des Chinois. Donc, les Chinois, le jour, admettons qu'ils fassent la guerre, que ça s'accélère, parce qu'on ne prévoit pas, eh bien, les Chinois envahiront un terrain, un territoire, que l'ONU lui-même reconnaît comme chinois. L'ONU ne pourra pas dire qu'il y a eu un viol de territoire, puisque depuis les années 70, il n'y a que quelques petites îles extrêmement peu peuplées qui reconnaissent la souveraineté de Taïwan. L'Occident, l'Amérique, la France, l'Allemagne, tous les pays de l'Union européenne, tous les pays de l'OTAN reconnaissent Taïwan comme un morceau de l'unique Chine qui est représenté par Pékin aux Nations Unies. Donc, c'est quand même lourd, cette différence. Ceux qui comparent les deux, à mon avis, font fausse route. La Chine a déjà gagné la guerre à Taïwan, à mon avis. Eh bien, écoutez, Monsieur Delval, c'était un entretien d'une grande richesse. Nous devons conclure. Je renouvelle mes remerciements puisque vous avez accepté de venir. J'en profite donc pour faire la promo de votre ouvrage que vous pouvez retrouver aux éditions de l'Artilleur. J'en profite également pour parler de notre magazine qui est déjà disponible en kiosque, Trump, l'homme à abattre, avec des reportages de terrain, des articles qui ont été directement rédigés sur place, des photos également qui ont été prises. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner aussi aux médias Frontières directement sur l'application pour recevoir des actualités quotidiennes. Et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel entretien sur le fauteuil. Avec plaisir. Merci à vous. Une folle idée a traversé l'Europe.
Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé. La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.